Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous du cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris organisé par les acteurs du Grand Paris. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurent Saint-Martin, tête de liste La République En Marche aux prochaines élections régionales. Aussi à tous d'être là parce que c'est la grande semaine des vacances d'avril et vous êtes quand même assez nombreux, donc merci, ça nous fait plaisir de vous retrouver. On se voit beaucoup en ce moment. Voilà, on va attaquer dans le vif du sujet, mais vous constatez donc que nous sommes à peu près à 2 mètres et que nous allons retirer nos masques pour quand même faciliter l'expression. Bon, merci Laurent Saint-Martin d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Voilà, ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes déjà pas mal exprimé sur le projet du Grand Paris, dans le journal du dimanche, dans le journal du Grand Paris, on a vu ça il y a 3 jours. Peut-être vous pouvez rappeler à tous nos amis, pour vous le Grand Paris c'est quoi? De quoi on parle quand on parle du Grand Paris? Bonjour à tous d'abord et merci à nouveau de votre invitation. Quand on parle du Grand Paris, ça dépend d'où on parle. Évidemment de façon géographique, mais aussi et surtout de façon professionnelle, institutionnelle. Et depuis que je suis parlementaire, quand on parle du Grand Paris, c'est à mon goût trop souvent et malheureusement bien trop un débat institutionnel, bien trop un débat politique, bien trop un débat d'élus. Il faut l'avoir, il est important, c'est une question d'organisation et d'efficacité de l'action publique, c'est une question, c'est vraiment une question aussi d'aménagement du territoire, donc tous ces sujets-là sont immensément importants. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, avant d'être élu, je venais, comme beaucoup de vos membres, de l'entreprise, du monde économique, et que pour moi, le Grand Paris, c'était d'abord une question de puissance, d'externalité, de capacité de faire le lien entre différents territoires. Pour un certain nombre de secteurs économiques, une capacité aussi à aller chercher des spécialités dans certains territoires. C'est aussi une question, évidemment, de gonfler les muscles. Qui dit Grand Paris dit aussi mégalopole économique, sociale, qui a une capacité plus importante à attirer, à être plus attractive. Bref, c'était pour moi davantage un sujet de puissance économique à développer massivement, surtout quand on se comparait aux autres mégalopoles d'un point de vue économique. Évidemment, le Grand Londres, mais on pourrait le déployer de façon encore plus importante. Donc, pour moi, le Grand Paris, c'est toujours un objectif, mais le chemin pour y parvenir est très différent en fonction de la fenêtre que l'on a. Et moi, là, avec cette double casquette du monde de l'entreprise et du monde politique, j'invite surtout à regarder d'abord le Grand Paris du point de vue de l'efficacité et finalement du point de vue des projets publics, des projets. On pourra parler du Grand Paris Express, on pourra parler de tout ce qui est fait autour des grands projets d'infrastructures publiques liés à la notion du Grand Paris, mais aussi privés, c'est-à-dire mais aussi en termes de possibles économiques, en termes d'opportunités économiques. Et là, aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire inédite, aux conséquences probablement inédites aussi, qu'il va falloir bien cibler et bien anticiper. Et je crois que l'opportunité de faire un Grand Paris économique est plus que jamais d'actualité au lendemain d'une crise, parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles transformations économiques qu'il va falloir conduire, transition écologique, il va y avoir beaucoup de problématiques de réindustrialisation dans notre région, et donc cela va devoir passer par une logique d'ensemble, par une logique du Grand Paris, et pas évidemment uniquement par une logique peut-être un peu ancienne que nous avions, c'est-à-dire des centres de décision dans des centres d'affaires parisiens ou à la Défense, et finalement quelques centres de production un peu éparpillés, mais avec une logique de compétitivité que nous avons échoué à avoir depuis plusieurs dizaines d'années, qui font que malheureusement trop souvent nos industries délocalisées. Donc un chantier, un nombre de défis immenses devant nous au lendemain de la crise, particulièrement dans la logique du Grand Paris et particulièrement dans la logique de la région Île-de-France. Bon, écoutez, merci pour cette introduction qui pose des enjeux, qui répond aussi d'une certaine manière à la deuxième question sur votre vision des principaux enjeux pour la région Île-de-France dans les prochaines années. C'est un peu la deuxième question. Cependant, quand même, on peut peut-être rentrer un peu dans le dur du sujet du cycle, Île-de-France 2021 et le Grand Paris. C'est-à-dire que là, on a posé un peu l'enjeu géopolitique, j'ai envie de dire, un peu plus au plan opérationnel pour vous, candidat, donc tête de liste de La République En Marche aux élections régionales.
En tant que candidat à cette institution-là, pour vous, les grands enjeux, les grands objectifs, les grandes lignes, c'est quoi? D'abord, c'est de considérer que la région, et elle le fait par bien des aspects, doit être au centre du jeu dans la décision publique concernant l'aménagement de son territoire, concernant la vision qu'elle doit avoir de son territoire. On ne peut pas considérer la région Île-de-France comme n'importe quelle autre région. C'est la région capitale, c'est la région où se concentrent les lieux de décision publique, c'est la région où se concentrent beaucoup de pouvoirs différents, parfois trop en concurrence, et je le déplore. Je pense que la région doit davantage travailler en partenariat avec l'État, avec les différentes collectivités, avec la métropole du Grand Paris notamment. Et je crois surtout que demain, comme président de région, je souhaite que le conseil régional comme institution soit bien davantage au centre du jeu et pilote la vision qu'il souhaite justement du développement économique. Et ce que je disais sur ma réponse précédente, de vouloir une région plus verte, plus écologique et plus compétitive, ce sont des choix d'investissement. Ce sont des choix d'investissement. Et ça passe par des investissements dans les mobilités, dans les transports, évidemment, compétences clés de la région. On pourrait en reparler, notamment sur les enjeux de transport en commun, de mobilité au pluriel, avec tout ce qui est aussi lié à l'avenir de l'automobile, à l'avenir du vélo, etc. Et puis, ce sont des enjeux aussi de repenser les bassins de vie d'une région par rapport à ces nouveaux défis que j'ai cités. Je vous donne un exemple, la relation au travail. Est-ce que la relation au travail après la crise sera la même qu'avant la crise? On peut en douter, on peut en douter. On a envoyé, et c'est plutôt, je crois, une évolution naturelle des choses pendant une crise, beaucoup de nos concitoyens en télétravail, chez eux. Dans une région où le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail est évidemment le plus important de notre pays, chacun le sait bien. Et dans des conditions souvent pénibles, pas toujours sécurisées, pas toujours ponctuelles, donc stressantes. Donc, l'une des raisons en général qui fait qu'on a plutôt envie de quitter la région et qu'on subit ce départ de la région. Typiquement, l'aménagement du territoire par rapport à la vision du travail est un enjeu clé que la région doit saisir. On parle souvent de tiers-lieux, en lançant un petit peu le mot en l'air comme ça. Il ne faut pas le lancer en l'air, il faut s'en saisir et investir. Il faut absolument saisir l'opportunité des gares du Grand Paris Express, que vous connaissez bien, pour en faire des lieux de hub de vie autour de ces gares-là. Il faut absolument qu'il y ait des bassins de vie, d'affaires, mais aussi de vie quotidienne, etc. Et que ce ne soit pas seulement, comme avant, le lieu où on va prendre son transport en commun. Et donc, très concrètement, pour répondre à votre vision, c'est d'abord, à votre question, c'est d'abord une vision de la vie quotidienne qui est repensée dans une région par rapport aux nouveaux défis qui sont créés. Et ça, c'est vrai sur les mobilités, c'est vrai sur la transition écologique, et c'est vrai sur la création d'emplois. Et qui dit création d'emplois, pour moi, j'en démordrai pas, je suis désolé si aux yeux de certains, je suis un peu vieux jeu sur ça, mais pour moi, la création d'emplois, c'est d'abord des entreprises compétitives. Vous ne me verrez pas démordre de ce concept-là. J'ai trop vu les entreprises de près, j'ai trop travaillé avec elles pour savoir qu'on crée de l'emploi quand on crée de la richesse. Et on crée de la richesse quand on a des capacités d'investissement et quand on se déploie et quand on croit. Voilà. Et donc, ce mécanisme-là positif de rebond et de relance dans notre région doit être fait d'abord avec la vision du Conseil régional. Parce que s'il est fait d'abord avec la vision de l'État, ou s'il est fait d'abord avec la vision de Paris, alors on loupe toutes les opportunités d'externalités positives qui peuvent se développer dans notre région grâce aux opportunités de relance. Et donc, c'est d'abord être le chef de cette décision-là, être président de région pour les 6 prochaines années et imposer sa vision, justement, en termes de quelle économie nous voulons demain, pour quels nouveaux emplois nous voulons demain, pour quel mode de travail nous voulons demain et pour quelle qualité de vie nous voulons demain. Et donc, c'est cette logique en chaîne qui doit être d'abord pilotée et commandée par le président ou la présidente de la région. Très bien, merci. Alors, vous êtes candidat à cette grande région, à la présidence de cette grande région, donc vous avez un programme, vous en avez esquissé, on va dire, peut-être les têtes de chapitre, la vision, l'esprit général. Est-ce que nous, on interroge les candidats sur globalement 4 grandes compétences, hein, ce sont la transition évidemment écologique, énergétique en Île-de-France, les transports, l'économie. Et peut-être un mot sur les lycées, parce que c'est quand même une compétence absolument majeure de la région. Alors là, vous avez à peu près esquissé l'état d'esprit, mais est-ce que vous avez, par exemple, pour chacune de ces 4 têtes de chapitre, peut-être une décision qui serait marquante, une action que vous aimeriez conduire, élu, quelque chose qui pour vous serait décisif? Si j'ai décidé d'être candidat à cette élection, c'est pour proposer des solutions par rapport à des défis. Et je ne ferai pas une autre campagne. Je ne
ferai pas une campagne de petites joutes verbales, je ne ferai pas une campagne d'opposition systématique, ni à un camp ni à l'autre. Je ferai une campagne de proposition parce que quand on s'engage en politique, c'est ça qui est excitant. Sur les 3 compétences que vous m'avez citées, transition écologique, transport, emploi, économie, il faut des solutions qui soient suffisamment transformantes pour pouvoir effectivement accompagner la région dans le sens que je vous ai indiqué. Sur la transition écologique, il y a 2 sujets. D'abord, la transition écologique, ce n'est plus un thème. Ça doit infuser toutes les politiques publiques d'une région, comme de toutes les collectivités et de l'État. On a fait un plan de relance que j'ai voté comme rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale qui, pour 1/3, 30 milliards d'euros, concentre les investissements pour la transition écologique. Rénovation du bâtiment public, décarbonation de l'industrie, également rénovation du parc immobilier privé, ma prime rénov'. Nous avons mis 30 milliards d'euros au service de la transition écologique. Ajoutez à cela la loi climat résilience qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée, et nous avons, nous, majorité présidentielle, présenté une ambition à la fois chiffrée et à la fois normative qui n'a pas d'équivalent et qui n'a pas d'égal en termes de transition écologique. Mais la transition écologique, c'est une transition écologique. Et ce n'est pas une rupture brutale écologique. Et je vais répondre sur les propositions régionales, mais si je vous explique cela en détail, c'est parce que ma vision de l'écologie est importante à comprendre, parce que c'est une vision, d'aucuns diraient pragmatique. Moi, je crois surtout que c'est une écologie des solutions, une écologie du quotidien et pas une écologie de l'incantation et du principe. Quand j'étais rapporteur du budget sur l'année 2021, on a dû décider et examiner un certain nombre de propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat. La plupart de ces propositions étaient très fondées et très pertinentes, et nous les avons reprises. D'autres nécessitaient, et je l'assume totalement comme rapporteur du budget, d'autres nécessitaient d'être davantage repensées en termes de calendrier, en termes de conséquences sociales. Et donc, mon écologie, celle en laquelle je crois, c'est celle qui permet la transition, celle qui permet la décarbonation de notre économie, mais qui n'abîme pas ni le tissu économique, ni le tissu social. Et c'est pour ça qu'à l'échelle régionale, dans notre campagne, la première proposition en termes de transition écologique que j'ai faite, c'est une proposition d'accompagnement de tous ceux qui aujourd'hui sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir se déplacer, pour amener ses enfants au loisir, pour qu'ils puissent rouler plus propre demain. Et vous avez aujourd'hui une décision qui a été prise au Conseil métropolitain, vous le savez, qui est la ZFE. La ZFE, ça va bouleverser et contraindre un certain nombre de nos concitoyens franciliens. Je rappelle que juin 2021, critère 4, juin 2022, critère 3, 600 000 véhicules, critère 3. Ce n'est pas une petite affaire qu'on a voté là. Ce sont des bouleversements pour beaucoup de franciliens automobilistes subis et qui vont devoir changer leur véhicule. Eh bien, je considère que c'est la responsabilité de la collectivité de la région d'accompagner davantage que ce que fait l'État dans la transformation de leur parc. Et donc, j'ai proposé une prime complémentaire régionale à l'achat de véhicules électriques pour que sur les foyers fiscaux les plus bas, c'est-à-dire ceux qui sont le plus en difficulté face au prix des véhicules électriques, ils puissent l'acheter à seulement 1/3 du prix final du véhicule et pour les artisans à 50%. Donc ça, c'est une proposition très concrète sur la transition écologique. Sur les transports, il y aura plusieurs propositions. La première que j'ai faite, c'est celle d'augmenter la sécurité en proposant que Île-de-France Mobilité puisse elle-même se doter d'une force en propre de sécurité pour renforcer ce qui existe aujourd'hui et surtout puisse coordonner avec la préfecture de police de façon plus efficace l'ensemble de la sécurité dans les transports en commun qui est aujourd'hui un fléau grandissant. Chacun en est conscient, mais à un moment, il faut savoir le résoudre et y mettre les moyens. Et donc, je veux que la compétence régionale, l'autorité organisatrice de mobilité, Île-de-France Mobilité, puisse se doter de forces de sécurité pour davantage de tranquillité des usagers et surtout davantage de coordination. Et puis, je termine votre proposition sur l'ensemble des compétences. Je souhaite aussi que les abords des lycées soient davantage sécurisés, ça je l'ai dit également, de la même façon. Je souhaite que la région puisse être plus active dans cet effort-là, aux côtés des sécurités mobiles du rectorat, aux côtés surtout de la prévention qui doit être absolument réinvestie, qui a été beaucoup trop délaissée ces dernières années dans les lycées. Et il y a beaucoup plus d'efforts à faire là-dessus parce que l'augmentation des RICS est un vrai fléau
de plus en plus jeune, de plus en plus meurtrier, qui doit absolument être attaqué. Et puis sur l'aspect économique, développement et rebond, j'ai fait une proposition le week-end dernier, assez innovante, assez audacieuse, qui est celle de proposer à ce que l'épargne accumulée par les franciliens pendant la crise, et on sait qu'il y en a un certain nombre, puisque à l'échelle régionale, on estime à peu près 30 milliards d'euros l'épargne complémentaire accumulée pendant la crise. Je propose aux franciliens volontaires de placer une partie de cette épargne-là, je l'estime à 1%, 300 millions d'euros, dans un fonds d'investissement citoyen populaire, avec des tickets d'entrée bas, abondés par la région pour sécuriser le placement, 1 pour 1 jusqu'à 300 euros, pour que cela puisse participer à la consolidation de fonds propres de PME dans notre région, mais aussi à reconstituer des fonds d'intervention comme cela pouvait exister sur le FISAC chez nos commerçants, pourquoi pas chez les restaurateurs, que cela puisse permettre aussi des aides d'urgence dans certains secteurs abîmés, bref, que nos épargnants, nos citoyens deviennent acteurs de la région, ce qui aujourd'hui n'existe pas. C'est mieux qu'un grand emprunt, c'est un grand investissement populaire. C'est beaucoup mieux qu'un grand emprunt parce que je ne demande pas, je n'offre pas une rémunération comme un livret A aux citoyens. Je lui propose, aux côtés de la région, de venir investir sur un temps plus long, de façon moins liquide, c'est vrai, mais d'être un acteur, d'être un petit actionnaire, si je veux dire, de sa région de demain. Et c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une proposition disruptive, comme on dit, de transformation, parce que les défis de demain et les constats qu'on fait avec plus d'épargne dans les ménages et plus de besoins de fonds propres de nos PME, il faut savoir les mettre ensemble, il faut savoir les réunir plutôt que de constater ça et de faire des solutions, pardon, mais un petit peu classiques en disant ben, on va subventionner, on va subventionner, on va subventionner. Au bout d'un moment, vous avez beau subventionner, quand il y a des problèmes structurels dans les entreprises qui sont des problèmes de structure bilancielle et de fonds propres, eh ben, il y a un moment, vous n'arrivez pas à tout résoudre par la subvention. Donc il faut réinvestir. Et je propose à ce que la région le fasse avec ses concitoyens. Alors attention, ne nous méprenons pas là-dessus. Ce fonds que j'ai nommé en vue d'Île-de-France, il ne résout pas tout. Il ne va pas relancer toute l'économie francilienne. Mais il apportera sa pierre. Et aux côtés du plan de relance, étatique, régional, ce sera un complément extrêmement efficace et surtout dans la méthodologie et la gouvernance seront très innovants. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses précises. Alors, on a déjà deux questions qui sont posées, mais peut-être une première question quand même avant d'arriver sur les questions de nos amis. Vous êtes un acteur majeur de la majorité parlementaire et présidentielle à l'Assemblée. Vous êtes candidat évidemment à la présidence de la région Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette vision qui, selon vous, doit être celle de l'État, cet engagement quand même dans le développement régional d'une région qui n'est pas une région comme une autre, elle a un poids absolument considérable dans toutes ces dimensions, et en même temps la manière dont ça peut s'articuler avec la présidence du Conseil régional. Comment vous faites discuter ces deux volontés publiques fortes? Vous avez raison de mentionner que mon rôle de rapporteur général à l'Assemblée me permet de voir tout ce que l'État peut faire pour la région Île-de-France et ce que l'État doit faire pour la région Île-de-France. Je rappelle que nous ne sommes pas dans un pays totalement décentralisé, parfois en regret. Moi, plus le temps passe, plus je deviens avocat de la décentralisation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu voir de mes propres yeux la capacité de l'État à venir renforcer massivement des besoins régionaux, et c'est tant mieux. Je vais juste vous raconter une anecdote. L'été dernier, Île-de-France Mobilité est privée massivement de ses recettes fiscales, des versements mobilité venant des entreprises, et d'une grande partie de ses recettes tarifaires, c'est-à-dire les abonnements et les tickets de métro. Face à cela, nous avons un projet de loi de finances rectificative pour pouvoir permettre à l'ensemble des collectivités, des entreprises, de tenir pendant la crise. Le projet de loi gouvernemental ne prévoit pas d'aide pour Île-de-France Mobilité. Il le prévoit pour d'autres autorités organisatrices de mobilité en France, mais pas pour Île-de-France Mobilité. Je suis le seul parlementaire, alors c'est vrai comme rapporteur du texte, on a un poids plus conséquent, je vous l'accorde, je suis le seul parlementaire à avoir alerté là-dessus et à avoir dit ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser Île-de-France Mobilité sans ressources fiscales et sans ressources tarifaires. Et donc, j'ai proposé un premier amendement pour pouvoir compenser la perte de recettes fiscales, d'abord autour de 420
millions d'euros, puis cela, effectivement, avec la clause de revoyure, a augmenté au fur et à mesure, et j'ai toujours mis mon engagement pour que Île-de-France Mobilité soit intégralement compensée, que ce soit sur les pertes fiscales ou sur les pertes tarifaires. Et donc, c'est un exemple très concret, parce qu'il coûte très cher à la collectivité, de ce que l'État doit et peut faire en soutien à une région comme l'Île-de-France, à travers son autorité organisatrice de mobilité, Île-de-France Mobilité. Au-delà de ça, ce sont les relations État-région, mais pas que pour l'Île-de-France, pour le coup, qui doivent être repensées. Je crois qu'il faut beaucoup plus travailler en partenariat, et de la part de la région, il faut beaucoup plus travailler en complémentarité. Je trouve que la région, et là, ce n'est pas spécifiquement la nôtre, c'est vrai malheureusement assez souvent, est beaucoup trop en cofinanceur de projets, de mêmes projets, sans se demander quelle est la spécificité territoriale de sa région pour peut-être faire différemment. Qu'est-ce que je fais avec mon fonds populaire d'investissement? Je propose un nouvel outil différent pour les franciliens, pour qu'il y ait une identité francilienne d'appartenance au rebond de son économie, et que ce ne soit pas uniquement mettre un étage de plus dans une fusée étatique de soutien, parce que de toute façon, les montants sont tellement différents. Les montants sont tellement différents entre la possibilité budgétaire régionale et la possibilité d'emprunt et d'endettement d'un État. Donc, n'essayons pas de faire la petite couche en plus, qui ne sera pas un vrai changement structurant de l'économie locale. Utilisons plutôt de nouveaux outils, de nouvelles idées pour essayer, non pas uniquement d'accompagner ce que fait l'État, mais de proposer une nouvelle direction à son économie, parce qu'on a été élu pour ça, parce qu'on a été élu dans une logique locale, francilienne. Et donc, je considère que l'État, évidemment, dans notre pays, a un rôle majeur, nous le savons, mais je crois que les régions doivent davantage être en proposition de direction et en influenceur de direction, plutôt qu'en cofinanceur permanent de projets. Merci. Alors, on va faire une première série de questions. Je voudrais quand même saluer le député de Paris-Buntan qui est avec nous dans cette réunion et qui a été un intermédiaire précieux aussi pour que vous puissiez être notre invité. Donc, merci beaucoup, cher Boun, de nous avoir aidés et puis d'être un soutien précieux de notre association tout au long de l'année. Je salue aussi le président des notaires du Grand Paris, Cédric Blanchet, partenaire important de notre association, avec qui nous co-organisons les 24 heures du Grand Paris le 21 septembre prochain, et son secrétaire général, Damien Robert, qui est avec nous aussi. Nous allons prendre deux premières questions. La question de Rémi Marsin, donc, pour la métropole du Grand Paris. Vous avez déclaré que la révision du schéma institutionnel du Grand Paris ne pourra avoir lieu qu'en début de prochain mandat présidentiel. Confirmez-vous que cette réforme sera explicitement inscrite en 2022 dans le programme présidentiel du candidat soutenu par La République En Marche? J'y adjoins tout de suite la question de notre ami Jacques Paquier, qui est donc rédacteur en chef du Journal du Grand Paris, de savoir si vous soutenez ou pas la proposition de loi Gouffier-Cha-Rupin, et si oui, pourquoi sur la situation de la métropole. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je disais que le Grand Paris, ça dépendait d'où on regardait. Exactement. Et donc, je salue et je remercie aussi Boun par la même occasion pour sa présence. Et je salue Rémi Marsin pour sa question qui est évidemment pertinente. Et il connaît mon attachement, et j'en ai pas parlé là parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il connaît mon attachement à veiller à ce que chaque acteur institutionnel du Grand Paris, que ce soit la métropole du Grand Paris, que connaît bien Rémi, ou les établissements publics territoriaux notamment, j'ai toujours veillé à ce que chacun puisse avoir les ressources pour faire son travail, tout simplement. Et ça aussi, c'est un travail de rapporteur général du budget qui n'est pas simple chaque année. J'ai effectivement déclaré que je ne croyais pas à ce que la révision du schéma institutionnel ait lieu avant l'élection présidentielle. C'est une déclaration qui n'engage que moi. Moi, personnellement, je pense que la fenêtre de tir, comme on dit, est effectivement derrière nous pour ce mandat-là, et que cela ne pourra être possible maintenant que dans un début de nouveau mandat. On verra, l'histoire me dira si j'ai raison ou pas. Et je ne sais pas répondre très concrètement à Rémi Marsin sur le fait que cela sera spécifiquement dans le programme de La République En Marche pour 2022. Ce que je peux lui répondre, c'est qu'à titre personnel, je le souhaite et que je travaillerai de ma petite influence pour que cela le soit, parce que c'est un sujet important.
parce que c'est un sujet qui n'est pas attendu que par des élus, que par des institutionnels, c'est aussi un sujet d'efficacité de l'action publique qui est attendu par beaucoup de nos concitoyens. Et on est surpris sur le terrain, quand je rencontre des gens, alors avant la crise, ou quand je les ai au téléphone, d'entendre qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet métropole du Grand Paris contre les EPT, est-ce qu'il faut de la fiscalité propre sur les EPT ou pas. Il y a quand même un niveau de curiosité et de connaissance de nos concitoyens sur les sujets institutionnels de compétences et de fiscalité qui parfois est surprenant, qui est plus important que ce qu'on peut imaginer. Et donc, je crois que c'est un sujet politique, éminemment politique, et que donc il doit avoir lieu pendant une campagne présidentielle. Donc, pour répondre à Rémi, je ne vais pas m'engager pour le candidat à l'élection 2022, mais en tout cas, je peux le confirmer que je le souhaite à titre personnel. Et puis pour la question de Jacques Paquier, c'est ça, je ne le vois pas très bien. Je soutiens la proposition de loi Gouffier-Cha-Rupin, mais je soutiens surtout sa démarche. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à ses auteurs, je veux bien être avec vous dans la démarche pour mettre un pied dans la porte, pour provoquer le débat, notamment vis-à-vis du pouvoir exécutif, même si je ne partage pas tout ce qui est écrit dans la PPL, la proposition de loi, pardon, à savoir notamment le rôle de la métropole du Grand Paris, qui pour moi ne paraît pas aussi simple et aussi directif que ce qui est écrit dans la PPL. Mais honnêtement, cette PPL, elle a été mise là et lancée pour provoquer le débat et pour qu'il y ait justement, par rapport à ce que disait Rémi Marsin, une provocation d'opposition à avoir pour la campagne 2022. C'est entre nous une proposition de loi qui n'a quasiment pas de chance d'aboutir d'ici la fin du mandat. Elle n'était d'ailleurs pas tout à fait faite pour cela, elle était faite davantage pour provoquer le débat. Très bien. Alors, nous allons aller du côté du Grand Paris, des territoires, avec la question d'Aurélien Gomez, Air France. Hein. Merci de répondre à nos questions. Sur les infrastructures aéroportuaires et les transports aériens sont des outils donc, clés de la compétitivité et de l'attractivité économique, touristique des territoires. Quelle est votre vision de ce secteur en termes de croissance, en termes de desserte des 3 aéroports franciliens, notamment Charles de Gaulle Express? Je crois que la réponse est dans la question d'Aurélien Gomez. En tout cas, pour moi, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que c'est une question de vision du Grand Paris que nous voulons avoir en termes d'attractivité et de puissance économique. Moi, je considère que le lendemain de crise, pardon de faire un petit chapeau macro et géopolitique, mais va être absolument crucial, mais crucial pour les prochaines décennies en Europe, en France et donc sur le Grand Paris. Nous avons une fenêtre de tir de quelques années pour faire les bons choix d'investissement et pour faire les bons choix d'attractivité. Je sais que ce terme est un peu galvaudé, qu'il apparaît un peu néolibéral et vieux jeu, peut-être, mais en attendant, moi j'y crois beaucoup. Parce que les investissements, notamment internationaux, à faire venir dans notre région et dans nos territoires, vont être probablement la clé de notre rebond économique et donc la clé de notre avenir en termes de prospérité, d'emploi, de redistribution des richesses, etc. Et pour moi, je veux bien qu'il y ait des débats à savoir si le CDG Express est une priorité, oui ou non, si la ligne 17 ou la ligne 18 sont des priorités ou non, si on ne peut pas les repenser. Je comprends qu'en termes d'aménagement du territoire, qu'en termes écologiques, il puisse y avoir des débats, et je les respecte, il faut les avoir, ces débats. Mais enfin, à un moment, on ne peut pas être la métropole mondiale avec une desserte sur le premier aéroport, un des premiers aéroports mondiaux, aussi loin de la balle, si vous me passez l'expression. Et donc, pour moi, le CDG Express, dans des logiques d'attractivité, de développement économique, d'investissement internationaux, donc d'emploi, donc de Grand Paris, reste une nécessité. Voilà, comme ça, je réponds très franchement à la question. Et pour l'instant, aujourd'hui, je considère aussi que ce qui est prévu par la Société du Grand Paris sur la ligne 17 et la ligne 18 sont aussi d'actualité pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, d'ailleurs la campagne sera une très belle occasion d'en débattre, mais pour moi, je crois qu'il faut faire attention, très attention au lendemain de crise, à ne pas trop faire de recul sur des grands projets d'infrastructure, notamment liés aux situations aéroportuaires et de grands transports, pour des raisons assez domestiques, assez propres à nous-mêmes, et qui pourraient mettre en difficulté nos capacités d'investissement, de rebond, d'emploi demain. Voilà. Donc je serai très vigilant, et je serai probablement le candidat le plus vigilant là-dessus, sur le fait que demain, notre métropole soit une métropole attractive. On a fait d'efforts, notamment dans le cadre du Brexit, sur la place financière surtout, à ce que la région parisienne soit une région qui puisse davantage attirer des travailleurs internationaux, attirer
des investissements, créer de l'emploi. Ça a marché entre 2017 et 2020, où jusqu'à la crise, on n'avait jamais eu autant d'IDE, on n'avait jamais eu autant de création d'emplois nets, notamment dans l'industrie. On a baissé les impôts de production, on a baissé les prélèvements obligatoires. Maintenant, les enjeux d'infrastructure dans le transport et les aéroports sont des compléments pas accessoires, sont des compléments clés. Et vous savez très bien que ce sont des investissements lourds, de long terme, parfois avec des modèles d'endettement qui sont très pertinents, comme le cas de la SGP, et qu'il nous faut mener à bout, qu'il nous faut mener à terme. Sinon, on aura fait la moitié du chemin. Imaginez chacun tout le boulot qui a été fait en 3 ans, en termes d'attractivité, en termes de compétitivité. On a fait, avec Choose France, le retour de la France comme un pays dans lequel il fait bon investir, et tous les investisseurs internationaux le reconnaissent. On a créé de l'emploi net, les chiffres sont clairs, on a redistribué les richesses. On se prend la crise Covid en pleine figure, comme tout le monde entier, et les autres pourraient se reconstruire mieux que nous, parce que nous, on se demande s'il faut poursuivre un certain nombre d'investissements dans les infrastructures. Je dis attention à ne pas se mettre dans une logique de retard, sachant que déjà, les volumes des plans de relance, notamment outre-Atlantique, et la croissance asiatique, sont, eux, en plein boom. Donc je dis attention à ne pas se faire déclasser en tant que l'une des principales capitales européennes au lendemain de cette crise. Et donc, ces infrastructures publiques sont importantes, d'abord parce que ça fait de la croissance, donc ça c'est bon, mais c'est une logique un peu court-termiste, et puis aussi parce qu'à moyen terme, c'est évidemment la transformation économique de notre territoire qui est en jeu. Merci. On y reviendra peut-être sur cette question du Grand Paris Express, mais on va prendre la question de Dominique Boré, qui est présidente de la Maison d'architecture d'Île-de-France et qui vous interroge sur le débat sur la gratuité des transports engagés par plusieurs d'ailleurs candidatures en Île-de-France. Est-ce que vous avez une position sur le sujet, un avis sur la gratuité des transports en Île-de-France? Alors j'ai une position et un avis, c'est que je pense que c'est mieux pour un candidat. Je comprends pourquoi, je ne vais pas tomber dans l'opposition crasse de dire cette proposition ne devrait pas exister. Non, je peux comprendre qu'on la propose pour 2 raisons, pour une raison de pouvoir d'achat et pour une raison de transition écologique. Bon. Sauf que je suis en désaccord profond avec cette proposition. Je suis en désaccord parce que pour moi, c'est une faute à la fois financière, priver Île-de-France Mobilité de ses recettes tarifaires, après vous avoir dit que j'ai bataillé pour les compenser auprès de l'État, me paraît une faute technique, financière, assez irresponsable de ce point de vue-là. Priver Île-de-France Mobilité de 4 milliards d'euros ne me paraît pas tout à fait raisonnable par rapport aux besoins, justement, d'investissement aussi pour IDFM, qui sont importants, de modernisation du matériel roulant, de création de nouvelles petites lignes, de tout ce qui est dans le plan d'investissement d'IDFM. Je crois qu'il serait assez fautif aujourd'hui d'en priver les recettes. Ou alors, on ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre, et c'est compensé par une autre recette fiscale. Et à ce moment-là, qu'on ne nous dise pas que c'est une gratuité, il y en a d'autres qui payent. Et donc, est-ce que ça veut dire doubler le versement mobilité et que ce sont donc les entreprises qui payent? Je m'y opposerai farouchement. Farouchement. On ne fait pas ce travail de compétitivité de nos entreprises pour créer de l'emploi au lendemain de la crise, pour leur remettre un coup de tampon fiscal avec un doublement du VM. C'est hors de question. Hors de question. Ou alors, c'est encore une autre taxe sur les ménages, on va savoir laquelle. Et à ce moment-là, ce sont des vases communicants, il y a toujours quelqu'un qui paye. D'ailleurs, mon grand-père disait souvent, c'est pas gratuit, c'est quelqu'un qui paye pour toi. Et je crois que cet adage est assez juste. Donc déjà, je pense que c'est une faute parce qu'on a la tarification de mobilité parmi les mégalopoles mondiales, parmi les plus faibles, et nous n'avons, je ne crois pas, comme priorité aujourd'hui et comme demande de la plupart de nos concitoyens franciliens, le besoin de gratuité des transports. Beaucoup de nos concitoyens comprennent très bien que pour un certain service public de mobilité, cela a un coût auquel doivent participer aussi de façon tarifaire les usagers, et je trouve que c'est assez sain comme état d'esprit. Après, qu'il y ait de la tarification sociale et qu'il y ait effectivement, pour certains publics, des tarifs moins chers, voire des tarifs gratuits, comme les étudiants notamment, bien sûr, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais la gratuité pour tous, je pense que c'est une faute. Et puis surtout, je pense que c'est une chimère écologique. Parce qu'effectivement, les premières études que l'on voit là-dessus démontrent que le transfert entre les automobilistes
et les usagers de transport en commun qui est attendu par cette mesure-là est quasi inexistant. Et que finalement, ceux qui prendraient le transport en commun davantage avec la gratuité seraient les piétons ou les vélocistes. Et donc finalement, on comprend bien, ce qui est ma profonde conviction, que ceux qui utilisent leur voiture au quotidien le font soit parce que c'est un choix personnel et ils n'ont pas envie d'en changer. Il faut arrêter de leur taper dessus en leur disant que ce sont d'affreuses personnes. Par contre, il faut les aider à rouler propre, soit parce qu'ils sont contraints, tout simplement parce que sur leur trajet, il n'y a pas d'autre solution. Et je le sais, dans ma circonscription du Val-de-Marne, le trajet de l'est à l'ouest de ma circonscription est très difficile à faire. En transport en commun, et donc les personnes prennent leur véhicule personnel. Voilà. Donc la gratuité des transports, pour répondre à Madame Buré, je crois, Boré, si j'arrive bien à lire, c'est que j'y suis opposé et je pense surtout que ce serait inefficace et très coûteux à terme pour la collectivité. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vais vous inviter à continuer à nous poser vos questions. N'hésitez pas, vous avez les petits onglets qui sont prévus à cet effet. Mais quand même, peut-être un mot sur le Grand Paris Express. Vous l'avez évoqué, c'est le projet structurant, c'est l'ossature autour de laquelle tout va se développer. Donc, un mot sur le Grand Paris Express. Vous avez parlé des lignes 17, des lignes 18. Attendu qu'elles sont déjà dans un schéma d'ensemble qui conviendrait de profondément modifier si on voulait ne pas les faire. Mais peut-être au-delà de la dimension transport du Grand Paris Express, peut-être dans sa dimension de soutien au développement urbain. C'est 68 nouvelles gares, c'est des quartiers à transformer, c'est des potentiels énormes. Mais au fond, on voit que le Grand Paris des Transports est bien engagé. Il a deux jambes, le plan de modernisation des transports d'une part, le Grand Paris Express pour les mobilités de demain d'autre part, et le logement, et l'habitat. On ne construit pas assez de logements. Il faut le faire dans les futurs quartiers de gare, très probablement. Comment on y arrive? Comment on fait? Comment on mobilise tout le monde? Alors, bon, d'abord, vous avez très bien posé les jalons et les enjeux sont ceux-ci. C'est-à-dire que je crois que en tout cas, c'est ma position aujourd'hui, la vision est la bonne et ce n'est pas, si je suis élu demain président de région, je ne balayerai pas tout ça d'un revers de main en disant c'est l'ancienne majorité. Non, je pense que la vision est la bonne, comme vous l'avez dit, sur les deux jambes, qu'il faut probablement repenser l'efficacité malgré tout, un certain nombre de transformations au sein d'IDFM dans la culture du résultat et dans la culture de la ponctualité. C'est très difficile, je le sais, mais il y a un constat d'échec qui est quand même patent là-dessus. En revanche, sur la partie Grand Paris Express, je pense qu'il faut poursuivre au rythme prévu. Nous n'avons pas voté à l'Assemblée nationale de nouvelles recettes fiscales pour casser ça en plein chemin, etc. Sur la question du logement autour des gares du Grand Paris Express, ces 68 gares, ce n'est pas que du logement l'enjeu, c'est du bassin de vie. J'ai parlé de tiers-lieux tout à l'heure, j'ai parlé d'intermodalité, et donc effectivement, il faut qu'il y ait du logement autour, ça va sans dire, mais il faut aussi qu'il y ait de la vie autour. Et donc, toutes les opérations, notamment faites par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, doivent absolument maintenant davantage se concentrer sur ces lieux-là, sur ces lieux de demain, où finalement, ce seront les hubs du Grand Paris de façon globale, à la fois en termes de transport, à la fois en termes de vie et à la fois en termes de travail. Et bien, c'est ce triptyque mobilité, vie quotidienne, travail qui doit absolument être maintenant au cœur et autour de ces 68 gares. Certains le vivront plus que d'autres, c'est sûr. Et c'est pour ça que la question de la gare dite de Gonesse, qu'on appelle de Gonesse, se pose autant dans le débat. Parce que si on veut des gares, il faut qu'il y ait de la vie autour. Et c'est l'œuf et la poule. S'il faut qu'il y ait de la vie autour, à ce moment-là, il faut quand même du développement économique. Et si on ne veut pas de développement économique autour, alors effectivement, la question de la pertinence de la gare se repose à nouveau. Et donc, on est dans un cercle de décision où il faut à un moment savoir ce qu'on fait d'abord de la zone pour savoir si la gare est pertinente. Et ça, on peut le multiplier, ce débat intellectuel, sur les 68. Alors, il y en a où on n'a pas de doute, on sait ce qu'on va y faire, on sait qu'il y aura de la vie. Elles sont attendues depuis très longtemps et il y aura largement de quoi développer autour. Mais la question du logement est une question qui dépasse évidemment la seule compétence régionale, vous vous en doutez bien. C'est une vraie stratégie collective à avoir entre l'État, la région a son mot à dire, et le bloc communal, beaucoup. Il y a des enjeux autour de la loi SRU qui, je pense, doivent être dépassés, peut-être plus tard, mais ils doivent être dépassés. Moi, par exemple, j'ai souvent plaidé, même si je comprends que ce ne soit pas facile, pour que la loi SRU puisse être notamment réfléchie à l'échelle des territoires, davantage qu'à la seule échelle communale. Alors aujourd'hui, il faut appliquer la loi parce qu'elle est comme elle est, mais je me demande si demain on ne peut pas lancer une réflexion sur une sorte de péréquation intra-EPT, je parle pour la métropole du Grand Paris,
autour des voies SRU, permettant justement peut-être des densifications urbaines pertinentes autour des gares, moins dans les régions, moins dans les zones un peu plus éloignées, etc. etc. Donc, il y a aussi une réflexion de modification normative à réfléchir autour de ça. Mais évidemment que l'enjeu de densification et l'enjeu de construction de logements n'est pas apparu avec la problématique des grandes gares, mais c'est accentué, évidemment, et ça, nous savons, c'est un enjeu absolument fondamental, le logement étant la première raison de la volonté d'un certain nombre de nos concitoyens de quitter l'Île-de-France, et donc il faut l'attaquer de front. Alors, je vais vous poser deux cas un peu concrets comme ça, parce que vous avez évoqué la gare du Triangle de Gonesse. Est-ce que c'est la gare qui fait le territoire? Est-ce que c'est le territoire qui a besoin d'une gare? Justement, globalement, les grands candidats, les grands élus de la région locaux se sont un peu positionnés sur cette avenue, parfois contre, souvent pour, sous réserve ou pas. Donc, première question, est-ce que vous avez une opinion aujourd'hui sur ce devenir du Triangle de Gonesse en lien avec la gare ou pas, etc. Et deuxième question, mais qui est assez aussi territorialisée, concrète, vous avez évoqué la loi SRU. Cette loi, elle vise à notamment casser les ghettos de richesse, pour le dire clairement, donc en augmentant les seuils de logements sociaux. Est-ce que vous ne croyez pas aussi qu'en Ile-de-France, il y a parfois le problème inverse aussi, qui est le ghetto de pauvreté? C'est quelque chose qui apparaît dans le débat autour des élections régionales, parfois les ghettos de riches, mais aussi parfois les ghettos de pauvres, qui visent à être désenclavés par le Grand Paris Express, mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'un peu structurel autour du logement. Voilà, deux cas un peu concrets sur lesquels on peut vous entendre. Et vous avez raison, l'Île-de-France est un archipel, avec des réalités très différentes et beaucoup trop concentrées. La loi SRU, ce n'est pas lutter contre les ghettos de riches. La loi SRU, c'est créer la mixité sociale, nécessaire au développement du Grand Paris, nécessaire au développement d'un aménagement du territoire plus cohérent, plus solidaire, qui permet davantage de liens entre les populations et surtout aussi d'éviter, comme vous le dites, ces ghettos avec les bureaux à l'ouest, les riches à l'ouest, etc. Il faut arrêter cette vision-là. Il faut arrêter de séparer les Îles-de-France. La lutte contre les inégalités et les fractures territoriales doit être la priorité absolue du prochain mandat régional. Ce n'est pas encore traité, ce n'est pas encore réglé tel que cela devrait l'être. Et la loi SRU permet d'avancer là-dessus, même si je dis que je préfère imaginer autour d'un bassin de vie qu'autour de commune par commune, parce que parfois on arrive à des situations un peu ubuesques, où on impose et où on carence et où on pénalise des communes qui, honnêtement, de bonne foi, font tout ce qu'elles peuvent avec un problème de foncier. Il faudrait parfois aussi le prendre davantage en compte vis-à-vis des autres communes autour. C'est pour ça que je dis ça. Bon, la question de déghettoiser est de toute façon absolument centrale dans l'aménagement du territoire. S'il n'a pas palissade de dire ça. Je n'imagine pas un candidat dire qu'on est satisfait aujourd'hui d'avoir autant de concentration de pauvreté et à l'inverse, autant de concentration parfois de richesse. Bien sûr que le besoin de mixité sociale, c'est au cœur de la formation de la majorité présidentielle, mais la lutte contre la ghettoisation, n'allons pas croire qu'elle se règle uniquement dans la loi et dans le logement. Ça compte, mais la lutte pour la mixité sociale, c'est d'abord la lutte pour l'égalité des chances. Et ça, c'est remettre la République au centre du jeu. J'en suis intimement convaincu, c'est-à-dire ne pas laisser la République se faire dépasser dans un certain nombre de quartiers, la laisser présente, la laisser au cœur, faire de l'école le meilleur moyen d'émancipation de tous. Ce qu'on a fait avec le dédoublement des classes, CP, CE1, dans toutes les REP et les REP+. Ça marche, ça fonctionne. Personne ne l'avait fait jusque-là. Personne ne l'avait fait. Mettre des maisons France Service au cœur et des points d'accès au droit au cœur des quartiers les plus éloignés, justement, des réalités de la République. Et ça, on le fait depuis 3 ans. Il faut que la région accompagne davantage cette logique-là, accompagne davantage. Et pour ça, il faut sortir des idées de camp politique. Il faut sortir des idées de camp politique. Quand on a créé, avec le président de la République, le dépassement des partis, en créant la République en marche et en disant qu'un exécutif devait travailler avec toutes les composantes et tous les élus, c'est justement pour qu'on puisse dépasser ces grandes problématiques et cesser d'être le président d'un camp politique. Vous avez un mot sur le triangle de Gonesse? Et sur le triangle de Gonesse, j'ai entamé des consultations avec tous les acteurs que je poursuis, qui vont me prendre encore plusieurs semaines, parce que je pense que la pire façon d'aborder ce sujet, c'est exactement la façon dont on l'amène en ce moment, c'est-à-dire proposition descendante contre proposition descendante.
Et si on faisait vraiment une consultation de terrain pour essayer de comprendre les différentes opinions, et pas celles de camp contre camp, pas celles d'idéologie contre idéologie, mais d'essayer de comprendre vraiment, et pas seulement l'avis de quelques élus, mais d'essayer de comprendre vraiment comment les habitants veulent se sentir demain autour de ce territoire. Voilà. Après, moi, vous l'aurez compris dans mon propos, je suis vigilant à ce que l'activité et l'emploi continuent à se développer dans notre région. Donc, vous aurez compris mon inclinaison et mon orientation. Mais je pense que ce sont des sujets sur lesquels on doit démontrer notre capacité à mieux concerter et à mieux faire participer l'ensemble des citoyens. Voilà. Merci. Alors, Jacques Paquet remonte au filet avec une question à la volée, un petit peu provocante, et on va prendre aussi l'autre question ensuite. Donc, Jacques Paquet nous interroge de savoir si vous déplorez, comme Guillaume Bouffier-Chat, donc votre collègue député du Val-de-Marne, que l'État et le gouvernement, autrement dit l'exécutif, n'aient pas de vision pour le Grand Paris. Et puis, je rebondis sur une question dont je ne sais pas qui la pose, mais comme on est un peu dans cette dimension politique, politicienne et électorale, eh bien, il y a une question aussi qui est posée sur quelle serait votre stratégie de second tour? Envisageriez-vous une alliance? Est-ce que vous vous maintiendriez dans toutes les configurations? Alors, bon, la question n'est pas du tout provoque, de Jacques, elle est très pertinente. Oui, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je regrette, comme beaucoup de mes collègues, que ce sujet n'ait pas été réglé en début de mandat. Mais après, comme Rémi Marcin l'a très justement dit aussi, ce sont nécessairement des décisions qui doivent être prises en début de mandature. Et donc, j'espère qu'elle le sera en début de prochaine mandature, si toutefois le prochain président de la République, que j'espère être Emmanuel Macron à titre personnel, pourra tout de suite enclencher cette décision-là. Donc oui, je regrette qu'il n'y ait pas, je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de vision, je dis qu'il n'y a pas eu de décision prise, ça c'est une réalité, et je le regrette également. Et sur la question du spectateur anonyme, écoutez, vous savez, moi je suis de culture rugbyistique. J'ai longtemps joué, j'y joue toujours d'ailleurs quand on peut, et quand je rentre sur un terrain, je ne me pose pas tout à fait la question de comment je vais jouer à la 76e minute. Moi, mon enjeu, c'est de faire mes propositions au premier tour, et uniquement au premier tour, avec un objectif très clair, c'est de convaincre le maximum de Franciliens sur des propositions très concrètes pour avoir une vision de demain. Je pense que chacun a compris dans mes propos, mes positions, quels étaient ceux avec qui il était probablement difficile de travailler demain, et ceux avec qui ça serait moins difficile de travailler demain. Mais je ne me pose pas la question quand je me lève le matin. Parce que si je commence à me demander quelles sont mes alliances, quelles sont mes tactiques à trois bandes, là je fais de la politique, peut-être pour moi, peut-être pour mes amis, peut-être pour quelques élus, mais je ne fais pas de la politique pour les gens. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, vous savez, spectateur anonyme, une élection... Vous pourrez nous dire qui il est, hein. Une élection à 2 tours, ça sert à juger proposition contre proposition le soir du premier tour. Voilà. Et j'insiste là-dessus, c'est important de regarder les propositions. Moi, je travaille 20 heures sur 24 chaque jour pour faire des propositions concrètes par rapport à des besoins et à des défis de l'Île-de-France de demain. C'est la seule chose qui m'aide. Merci beaucoup. Bon, il faut d'abord savoir que seuls les membres du club ont reçu le lien. C'est donc forcément l'un des nôtres. Mais la question a le droit de jouer au Cluedo. Non, en fait, je pense que c'est surtout un sujet de connexion et on n'a pas mis les éléments identifiants. Écoutez, voilà, ça va faire une petite heure qu'on est ensemble. Vous avez vraiment répondu à toutes les questions, sans phare. Peut-être une dernière question, puisque nous avons le plaisir de vous recevoir et d'être une association qui maintenant travaille depuis 10 ans. Est-ce que vous avez un regard justement sur cette association des acteurs du Grand Paris? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette idée d'un lieu où cohabitent, travaillent et coopèrent les puissances publiques et privées, une forme de tiers-lieu? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de nous? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, je pense du bien de vous, non pas pour vous flatter, mais je pense du bien de vous pour une raison assez simple, c'est que le lien entre le public et le privé, comme on dit, j'en suis, je crois, un assez bon représentant. Et donc, je vous félicite d'essayer de continuer à consacrer cet état d'esprit. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po et l'ENA, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait l'EDEC, une école de commerce. Et puis, quand je suis sorti de l'EDEC, je me suis dit, j'ai envie de servir l'intérêt général tout en ayant une formation en finance. Et je suis allé dans ce qui s'appelle la Banque publique d'investissement et son ancêtre Roséo. Je me suis régalé. J'ai été aux côtés de PME, aux côtés d'entreprises. Et j'ai vu le monde de l'entreprise avec une fenêtre publique tout en ayant une formation privée. Puis après, je suis allé chez Euronext, entreprise privée, opérateur de bourse,
pour pouvoir continuer à accompagner les PME et les grandes entreprises dans leur recherche de financement. Et puis je me suis réengagé dans la voie publique par des think tanks, et puis en devenant un député de la nation. Demain, je ne sais pas quand, dans 10, 15 ans peut-être avant, je retournerai dans le monde probablement de l'entreprise. Et puis après, qui sait, peut-être que je retournerai à nouveau dans le monde public. Et ces allers-retours, je me bats parfois contre des moulins pour expliquer qu'ils sont sains pour le pays et qu'ils sont sains pour le développement de notre pays. Mieux comprendre le monde privé pour mieux servir le monde public, mieux servir le monde public pour mieux comprendre le monde privé, c'est indispensable et c'est ce qui manque terriblement à la décision de notre pays. Et aujourd'hui, les allers-retours public-privé, ils existent, ils sont perçus comme des pantouflages et ils sont pointés du doigt. Faisons ça de manière plus saine. Faisons ça un petit peu à ma manière, si vous me permettez, c'est-à-dire de faire par conviction au moment où on se sent le plus utile quelque part et où on a envie de regarder la réalité du terrain. Parce qu'un décideur public qui n'aura jamais vu une entreprise de ses propres yeux ne pourra jamais prendre des bonnes décisions économiques, j'en suis convaincu. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans la compréhension de la décision publique percevra toujours l'État, les collectivités, les décideurs, l'administration comme des enquiquineurs et des empêcheurs de tourner en rond, plutôt que comme des accompagnateurs de croissance, de développement, ce qu'ils sont. Voilà. Et donc la connaissance des deux mondes est importante. Et ce que vous faites, c'est un trait d'union, et il est plus que jamais nécessaire. Vous n'êtes pas les seuls à le faire, tous ceux qui le font sont absolument importants là-dedans. Et vous le faites, vous, avec une ambition que j'aime beaucoup, qui est celle du Grand Paris, et Grand Paris en mode projet, pas en mode institutionnel, et en mode développement. Voilà. N'oubliez pas que le Grand Paris, c'est une vision, c'est un développement, c'est de la prospérité demain, et c'est un pays plus fort. Parce qu'un Grand Paris plus fort, c'est une France plus forte, c'est une Europe plus forte. Et donc l'ambition, elle est énorme, et les lendemains de crise que l'on va avoir vont être absolument cruciaux pour les prochaines décennies et le reste du XXIe siècle pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça sonne presque comme une conclusion, mais je voulais quand même vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, un message que vous aimeriez nous passer? On a essayé de couvrir large, mais vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, sinon simplement de nous remercier pour l'échange. Non, d'abord, je vous remercie pour l'échange. Et je crois que nous avons davantage besoin de dialoguer encore. Voilà. Le monde de l'entreprise et le monde décideur public, je vous remercie pour cette initiative. Il y a encore du chemin, il y a encore du travail, parce que la confiance, ce fameux mot de confiance, qui sera absolument décisif pour les prochaines années, ne peut passer que si on est main dans la main dans cette histoire-là. Voilà. Et donc, de grâce, ne soyons pas le pays le plus bête du monde, à se regarder en défiance, monde public, monde privé, parce que pendant qu'on va faire le petit village d'Astérix, eh ben les autres pays, eux, ils seront en plein rebond, ils auront investi un quart de leur PIB pour les uns et ils seront en pleine croissance pour les autres. Voilà. Donc ne soyons pas la nation la plus bête du monde sur le défi qui nous attend demain et bossons ensemble. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une demande et c'est pour le bien du pays que je dis ça. Merci Laurent Saint-Martin d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis, nombreux pour vos questions, pour vos interactions. Et le replay sera très prochainement disponible sur notre site internet acteurgrandparis.fr. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci à vous. L'Association des acteurs du Grand Paris fait ce travail avec un tropisme fort qui est celui de faire du Grand Paris une vraie puissance économique de demain au lendemain de la crise. Moi, je soutiens cette initiative et je pense que nous devrions être plus nombreux, à la fois du monde des élus, des décideurs publics, que du monde de l'entreprise à les rejoindre. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce deuxième rendez-vous du cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris organisé par notre association Les Acteurs du Grand Paris. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un troisième rendez-vous avec un autre candidat aux élections régionales.